alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, bonjour. Nous sommes en train d'analyser l'activité et la rentabilité de l'entreprise à travers les documents de résultats ou bien les comptes de résultats. Nous avons vu en première séance le CPC et nous avons entamé l'état de solde de gestion à travers le premier tableau de formation de résultats. Nous avons dit que le tableau de formation de résultats, il reprend les éléments essentiels du CPC. Tous les éléments, toutes les rubriques du CPC sont reconduits ou bien représentés sur l'état de solde de gestion avec une modification de leur ordre d'apparence. Donc, nous avons dit que l'état de solde de gestion nous présente certains soldes à travers le calcul ou bien la présentation de ces charges et des produits. Donc, nous avons présenté ces soldes-là. Vente de marchandises moins cher revendu, marge. Le premier solde, c'est la marge commerciale. Le deuxième, c'est la production de l'exercice. Le troisième solde, c'est la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brute d'exploitation. Nous avons dit que cette présentation, donc que ces soldes-là, ils constituent la particularité de l'état de solde de gestion. On ne trouve pas ces soldes sur le CPC alors qu'ils sont d'une importance majeure pour l'analyste financier. Donc, les autres soldes, résultats d'exploitation, résultats courants ou bien résultats de l'exercice, ils sont disponibles sur le CPC. Pas de souci pour ces informations. Donc, l'état de solde de gestion, comme il a été présenté par le plan comptable marocain, il nous permet de calculer certains soldes et les interpréter à travers des produits et les charges du bilan, du CPC. Le premier solde qui est la marge sur vente. La marge brute sur vente en l'état, elle est obtenue en faisant la différence entre les ventes de marchandises et les achats refondus de marchandises. Donc, généralement, il concerne les entreprises commerciales qui achètent et revendent en l'état des marchandises. La partie vente désigne le chiffre d'affaires ou la facturation des ventes, qu'elles soient encaissées ou non encore encaissées hors taxe. Donc, ainsi, si on veut suivre l'évolution de la marge brute sur vente, nous devons toujours revenir au chiffre d'affaires pour l'analyser ou bien analyser son évolution à travers le prix et le volume ou bien la quantité vendue. La deuxième partie de cette marge de brute sur vente concerne l'achat revendu de marchandises qui est les achats moins la variation de stock, et toujours variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial. La marge brute sur vente est un indicateur qui est adapté pour apprécier soit l'activité commerciale d'une entreprise qui fait rien que le commerce, soit la partie commerciale d'une entreprise qui peut faire en même temps l'industriel et le commercial. Donc, on peut évaluer son importance et l'apprécier à travers ce qu'on appelle le taux de marge. C'est le premier ratio qui est calculé pour comprendre et analyser la marge sur vente. Le taux de marge, il peut être rapporté soit aux ventes, soit aux achats. Pour moi, ce n'est pas un problème tant que l'interprétation elle est correcte. On peut utiliser soit l'un soit l'autre pour répondre à une interrogation chez l'analyste financier. Le taux de marge qui est rapporté aux ventes, elle est égale à la marge commerciale sur le total des ventes. On peut les multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, qu'est-ce qui signifie ce taux de marge? Il nous donne un chiffre et ce chiffre veut dire que chaque dirham du chiffre d'affaires, il comporte un profit égal à ce chiffre. Un taux de marge de 0,75 dirham par exemple, cela veut dire que chaque dirham vendu, il comporte 0,75 dirhams de gain. Si on le rapporte à 100, on va dire que chaque 100 dirhams de vente comporte 75 dirhams de gain, par exemple. On peut rapporter le taux de marge aux achats. Donc, on peut calculer, on peut mettre la marge commerciale sur l'achat revendu. Dans ce cas-là, l'interprétation va un peu changer. Chaque dirham acheté et investi pour l'achat de marchandises, il nous rapporte telle somme de gains. Par exemple, si cette marge elle est égale à 0,25, cela veut dire que chaque dirham dépensé et investi pour l'acquisition et pour l'achat de la marchandise, il nous rapporte par la suite 0,25 dirhams
de profit. Donc, c'est le premier indicateur qui se rapporte aux marges sur vente. Et bien sûr, il reste à le comparer dans le temps et dans l'espace pour en savoir plus, pour savoir s'il est pertinent ou pas. Nous avons un exemple ici, avec un chiffre d'affaires égal de 1200 à 1200, les achats à 250, le stock initial à 70 et le stock final est égal à 50. L'achat revendu, c'est le total des achats moins la variation de stock, elle est égale à 270. Le taux de marge, la marge commerciale, elle est égale au chiffre d'affaires moins les achats revendus, donc il est égal à 930 dirhams. Le taux de marge rapporté aux ventes, elle est égale à 0,75. Chaque dirham de vente comporte 0,75 dirhams de marge bénéficiaire. Le taux de marge rapporté aux achats, elle est égale à 3,44. C'est-à-dire que chaque dirham investi en achat de marchandises va nous rapporter par la suite 3 dirhams de gain. 3 dirhams,44 de gain. Donc le taux de marge, il est à comparer avec le taux de marge du secteur afin d'apprécier s'il est bien ou insuffisant. Le deuxième solde calculé à travers le TFR, c'est la production de l'exercice. Il est égal aux ventes de biens et services, plus la variation des stocks produits, plus l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. En quelque sorte, la production, elle concerne la production, tout type de production élaborée ou bien faite par l'entreprise. La production qui a été vendue, c'est le chiffre d'affaires, plus la variation de stock, c'est-à-dire la production qui a été stockée, qui n'est pas encore vendue, et la production qui est destinée à servir l'entreprise pour elle-même, donc elle est immobilisée. Donc toujours la variation de stock, stock final moins stock initial. Donc l'évolution de cet indicateur, il est à analyser aussi dans le temps et par rapport au secteur d'activité pour savoir est-ce que notre niveau de production, est-ce qu'elle est dans les normes, est-ce qu'elle est bien ou elle ne l'est pas. Donc ça nous permet de juger les efforts qui sont faits au niveau de la production, au niveau commercial, parce que quand on vend beaucoup, on a à produire beaucoup et à stocker moins. Donc nous avons à analyser, donc ça nous permet d'avoir une idée sur la production, sur la politique commerciale, les publicités, etc. et sur la politique de stockage. Est-ce qu'on a de surstockage ou bien on a un stockage optimal de produits. Le troisième solde de cet état, c'est la consommation de l'exercice. La consommation de l'exercice selon le tableau de formation de résultats, elle est égale à l'achat consommé de matières et fournitures plus les autres charges externes. Cela veut dire donc l'achat consommé, c'est l'achat plus ou moins la variation de stock. Et donc c'est la quantité ou bien la valeur de marchandises ou bien de matières et fournitures qui sont nécessaires pour la production. Donc nous allons calculer les dépenses assignées à ces matières et fournitures plus les autres charges externes qui comportent ou bien qui sont composées de toutes les autres charges, donc les autres tiers, y compris par exemple les charges de location, les charges d'électricité, les charges de téléphonie, d'autres charges que vous allez trouver sous le poste 613-614. Donc les consommations sont les approvisionnements et les autres charges externes. La valeur ajoutée est un solde particulièrement important et sensible que l'état de solde de gestion nous permet de calculer. Elle est égale à la production de l'exercice plus la marge commerciale moins la consommation de l'exercice. Donc en quelque sorte, ce que nous avons produit, ce que nous avons gagné en vente, tout ce qu'elle gagne l'entreprise, tout ce qu'elle produit en termes de valeur, que ce soit vendu ou pas encore, moins la consommation de l'exercice, c'est-à-dire les fournitures et les autres charges qui se rapportent avec la production, comme on l'a vu, les postes 613-614. Donc la valeur ajoutée, elle exprime l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenance de l'extérieur grâce à ces facteurs de production. Je m'explique. L'entreprise achète le loyer, achète l'électricité, achète la matière première, donc elle fait un ensemble de dépenses. Donc, mais ce qu'elle achète en termes de matière, de
fourniture toutes ces matières premières dont elle a besoin pour produire un produit final. Donc, il l'achète et finalement, il le transforme. Il le rend sous forme de produit final vendu sur le marché. La valeur de ce produit final, elle est supérieure à la valeur des matières utilisées. Pourquoi elle est supérieure? Elle est supérieure parce que l'entreprise a ajouté quelque chose. Elle a ajouté de l'effort. Cet effort a une valeur. L'effort de production, l'effort de commercialisation, de recherche, de prospection, de marché, toutes les autres charges, il constitue un effort qui est ajouté à la valeur des matières, des inputs qui sont entrés dans le processus de production. Donc nous avons des inputs et des outputs. Les outputs sont les produits finaux. Ils ont toujours une valeur qui est supérieure aux inputs parce que l'entreprise a ajouté de la valeur. C'est cet ajout de valeur, c'est cet enrichissement, création de valeur qui constitue la valeur ajoutée. Donc autrement dit, la valeur ajoutée mesure le surplus de richesse créé par l'entreprise dans l'exercice de son activité d'exploitation. Donc en quelque sorte, c'est ce solde-là qui constitue son apport réel à l'économie. C'est pourquoi en macroéconomie, donc ce solde-là, il lie la microéconomie avec la macroéconomie. Donc c'est un indicateur macroéconomique qui est le PIB qu'on calcule à partir de ces valeurs ajoutées. Donc c'est un solde qui est très important pour l'analyse financière car il mesure la valeur créée par l'entreprise et met la lumière sur sa stratégie de prix, de produits et de charges dans l'entreprise. Donc la valeur ajoutée est aussi souvent présentée comme la rémunération des différents facteurs de production. Donc en fait, la valeur ajoutée, c'est tout ce qu'elle gagne une entreprise en quelque sorte. C'est à travers, donc à partir de tout ce qu'elle gagne, il va rémunérer tous les facteurs qui ont contribué à la production. Il va rémunérer les actionnaires, les dividendes, il va rémunérer les bailleurs de fonds, les intérêts, il va rémunérer les salariés par leur salaire, il va rémunérer l'État à travers l'impôt, il va se rémunérer elle-même à travers l'autofinancement ou bien les capacités d'autofinancement. Donc, la valeur ajoutée, c'est la valeur qui est créée par l'entreprise et qui va servir par la suite à être répartie sur l'ensemble des facteurs de production comme nous allons le voir prochainement, Inch'Allah. L'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Donc il est égal au premier solde, qui est la valeur ajoutée. On y ajoute les subventions d'exploitation et on déduit l'impôt et taxes et les charges de personnel. L'EBE est un solde qui est calculé indépendamment de la politique financière, c'est-à-dire on ne prend pas en compte les charges financières de l'entreprise, indépendamment de la politique d'investissement, on ne prend pas en considération les dotations d'exploitation et d'amortissement qui servent au renouvellement des investissements, des immobilisations de l'entreprise, donc et indépendamment de l'IS. Donc on va en quelque sorte calculer la ressource fondamentale que l'entreprise tire de son cycle d'exploitation. Donc elle représente le flux de trésorerie qui est potentiellement dégagé par l'exploitation. Après avoir rémunéré le personnel, après avoir rémunéré les charges externes, le compte 613, après avoir payé le coût de matières premières, qu'est-ce qu'il reste? Quelle valeur reste dans l'entreprise? C'est l'excédent brut d'exploitation. Donc l'excédent brut d'exploitation est un bon indicateur de performance économique en ce sens qu'il facilite les comparaisons intrasectorielles. Il permet l'appréciation du potentiel de la trésorerie générée par l'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire on ne prend pas en considération les éléments financiers et les éléments non courants. Donc rien que l'exploitation de l'entreprise, qu'est-ce qu'il nous a rapporté en termes de richesse? Donc, elle sert de base pour plusieurs calculs financiers. Lorsque ce solde est négatif, on l'appelle insuffisance brute d'exploitation. Cela signifie que l'entreprise, en exerçant son métier, il n'arrive même pas à dégager une ressource, il n'arrive même pas à dégager une certaine richesse. Et donc, il y a des analystes qui pensent que l'EBE il est beaucoup plus important que la valeur ajoutée parce qu'il rémunère même les charges de personnel, il prend en considération presque toutes les charges d'exploitation à l'exception, toutes les charges d'exploitation à l'exception des charges non courantes et des charges financières qui ne font pas partie du cycle d'exploitation. Le résultat d'exploitation par rapport à l'EBE, il va
intégrer les reprises sur les charges et transferts de charges, les reprises et les autres produits d'exploitation, et il va être diminué par les dotations aux amortissements et autres charges d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation, elle prend des éléments qui sont un petit peu fictifs, qui sont destinés au renouvellement de l'appareil et mobilisé de l'entreprise. Elle mesure le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise. Il est égal à l'EBE qui est corrigé des charges et des produits d'exploitation qui sont calculés, donc fictifs, comme l'amortissement et les provisions. Donc, c'est pourquoi certains analystes ils préfèrent l'EBE aussi même au résultat d'exploitation, parce qu'il se rattache à des charges qui sont réelles et ne prend pas en considération les amortissements et les provisions. Le résultat d'exploitation, c'est un solde qui apparaît aussi sur le CPC, ne tient pas compte des produits et des coûts financiers. Il ne comporte pas les charges financières et les produits financiers ou bien le cycle financier. Donc cela le rend particulièrement intéressant puisqu'il montre les performances économiques de l'entreprise indépendamment de l'endettement de cette entreprise, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite. Donc, il permet de calculer le taux de rentabilité économique qui est le résultat d'exploitation sur le total d'actifs ou actifs économiques. Le résultat courant est un solde qui est aussi présenté et offert par le CPC également. Donc, c'est les résultats d'exploitation plus les produits financiers moins les charges financières. Donc, c'est un solde qui prend en considération l'endettement de l'entreprise. Au fur et à mesure que l'endettement il est lourd, le résultat courant sera plus faible. Donc, ce solde se calcule à partir des éléments normaux et habituels de l'activité, les résultats financiers. Donc, il ne prend pas en considération ce qui est exceptionnel. Nous entendons par exceptionnel les produits et les charges non courantes. Donc, il exclut les éléments non courants et l'IS. Le résultat financier joue un rôle important dans le résultat net et sera un élément d'appréciation de la bonne gestion des disponibilités de trésorerie et de la gestion du financement de l'entreprise. Donc, il est utile pour visualiser la politique de financement de l'entreprise, pour voir le volume d'endettement, pour voir les produits et les charges générées par ce cycle de financement. Il permet ainsi la comparaison des performances inter-entreprises ou les performances d'une même entreprise d'un exercice à un autre, tout comme les autres soldes que nous avons déjà vus. Le résultat non courant, il incorpore les produits non courants et les charges non courantes, nous avons dit, qui ont un caractère inhabituel et exceptionnel dans la vie de l'entreprise. Donc, il est nécessaire de remarquer que les produits de cession qui figurent dans cette rubrique, ils ont tendance à gonfler ou dégonfler le résultat final. Donc, ce qui appelle à analyser ce point avec attention. Donc, il faut revenir à la composition de ces produits non courants, des charges non courantes, pour savoir s'il y a quel est l'élément qui compose le plus cette catégorie-là. De plus, ces opérations ne sont pas censées se reproduire et sont donc peu pertinentes pour apporter un jugement sur la rentabilité de l'entreprise. Généralement, pour avoir un jugement et apprécier la rentabilité de l'entreprise, on se base plutôt sur les événements qui se répètent et qui montrent que l'entreprise a une certaine routine à faire, qu'il faut soit changer, soit adopter. Donc, nous nous basons certainement, essentiellement sur l'exploitation et un peu moins sur le résultat financier. Et encore moins sur le résultat non courant pour déterminer un jugement sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, l'analyste sur ce plan-là, il va se contenter de comprendre l'origine, c'est-à-dire la décomposition. Quels sont les éléments qui composent les produits non courants? Quels sont les éléments qui comprennent les charges non courantes? Le résultat net, finalement, il est égal au résultat courant avant impôt, plus le résultat non courant, moins l'impôt sur les bénéfices. Donc, le résultat net représente ce que gagne vraiment l'entreprise. Finalement, après le cycle d'exploitation, après le niveau de financier et le niveau non courant, qu'est-ce qu'elle gagne vraiment l'entreprise? Qu'est-ce qui reste au sein de l'entreprise? Toutefois, il faut être prudent en interprétant le résultat net, car il y a une influence de la politique financière, l'endettement. Quand il y a beaucoup d'endettement, donc nous avons des charges financières qui sont lourdes. Donc,
il influence négativement le résultat net, et d'autres éléments exceptionnels si nous avons des produits qui sont exceptionnels ou bien non courants qui sont importants. Donc ça va augmenter le résultat net et ça va nous donner une idée à tort que l'entreprise réalise beaucoup de performances alors que ces performances proviennent des éléments qui sont exceptionnels et non durables comme l'exploitation. Donc il faut également faire attention aux éléments non courants qui risquent de fausser un petit peu l'appréciation des résultats nets. Donc ce qui revient à dire que le résultat net ne nous donne pas exactement une idée claire et pertinente concernant la performance de l'entreprise parce qu'il est biaisé par ses charges financières, les produits financiers, les produits non courants et les charges non courantes. Donc, d'autant plus, il y a des produits qui sont non encaissables et plusieurs charges qui sont non décaissables, comme les dotations des amortissements aux provisions, nous allons les voir par la suite, donc qui figurent parmi ce résultat net. Donc, d'où la préférence des analystes financiers de parler par la suite de la CAF, de la capacité d'autofinancement qui renseigne mieux sur la possibilité financière de l'entreprise. Donc le TFR, c'est un excellent moyen pour dégager les soldes. Nous allons voir la séance prochaine un exemple concret et l'interprétation de ces soldes. Mais il reste insuffisant pour se prononcer sur le résultat net. On a besoin de voir la ressource, la vraie ressource réelle qui reste à la disposition de l'entreprise. Nous allons le découvrir également la séance prochaine à travers le calcul de la CAF, le deuxième tableau de l'état de solde de gestion. Finalement, on peut dire, nous pouvons résumer les soldes du TFR comme suit. Donc nous avons tout d'abord la production plus la marge commerciale. Donc, tout ce qu'il a produit l'entreprise, plus ce qu'il a gagné de la vente. C'est en quelque sorte toutes les ressources dont dispose l'entreprise. Donc, nous avons dit que ces ressources-là, ils vont servir à rémunérer toutes les personnes qui ont contribué à la production ou bien à l'exploitation de l'entreprise. Donc, on va en déduire la récompense des tiers, le poste 613-614, à travers la valeur ajoutée. Donc l'excédent brut d'exploitation, il rémunère après avoir rémunéré le personnel et les taxes et l'État. Nous allons rémunérer l'investissement à travers les dotations d'exploitation d'amortissement. Nous allons avoir le résultat d'exploitation. Nous allons rémunérer la banque ou bien les bailleurs de fonds à travers les taux d'intérêt et les charges financières. Nous allons avoir les résultats courants. Nous allons rémunérer l'État par l'impôt sur les sociétés. Nous allons avoir le résultat net. En fait, chaque solde, il définit ou bien il élimine une partie. Il est constitué du solde précédent moins la rémunération de certains acteurs. Donc la production plus la marge commerciale, quand on rémunère les tiers, on a la valeur ajoutée, on rémunère le personnel, il nous reste l'excédent brut d'exploitation et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu en cascade et c'est cette compréhension de ces soldes-là qui va nous permettre de les analyser et de les visualiser par la suite. Donc généralement, nous revenons à la présentation officielle du tableau de formation de résultats. Donc, et nous voyons en cascade, nous voyons comment ils se présentent ces soldes-là. Donc, la marge brute sur vente, plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice, égale la valeur ajoutée. On rémunère l'État à travers l'impôt et taxes, les charges de personnel essentiellement, et nous allons obtenir l'excédent brut d'exploitation. Cet excédent brut d'exploitation, nous allons rémunérer par la suite les immobilisations qui ont contribué à la production de ce résultat à travers les dotations des amortissements, et nous allons avoir le résultat d'exploitation, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention du résultat de l'exercice qui vient après avoir rémunéré l'État en payant l'impôt sur la société. Donc la prochaine séance sera Inch'Allah réservée pour un cas pratique qui illustre le passage du CPC au tableau de formation des résultats et l'interprétation des différents soldes. Et nous allons entamer également le deuxième tableau de l'état de solde gestion qui est la capacité de taux financement. Je vous remercie pour votre attention.